Pour le métier, l'école et le PS, je vote SNEP. Je clique FSU. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce premier live sur les questions corpo organisé par le SNEP FSU. La question du salaire des enseignants est sur le devant de la scène. Notre nouveau ministre de l'Éducation nationale a confirmé 2 000 € à l'entrée dans le métier. Cela repose nécessairement la question du déroulé de carrière. La carrière comprend aujourd'hui 3 rendez-vous de carrière. Quelles en sont les règles? Quelles sont les conséquences? Quelle contestation de la prestation finale? Où et quand cette contestation sera faite? Alors pour ce live ce soir, nous avons pour commencer 2 premiers invités. Benoît Chézy qui est à mes côtés et Sophie Rieu qui est en direct de Marseille, qui vont répondre à vos questions après un certain nombre de présentations pour ce premier rendez-vous, justement sur la question de la carrière des enseignants. Benoît Chézy est commissaire paritaire national et académique pour les agrégés. Il représente également le SNEP FSU au comité technique ministériel, instance où sont votés les décrets qui organisent la carrière des enseignants et des enseignantes. Et Sophie Rieu, qui est donc le co-secrétaire académique de l'Académie de Aix-Marseille et commissaire paritaire académique aussi, et qui siège à toutes les CAPA où les professeurs de PS Marseille ont vu leur recours examiné. Alors, cette soirée aussi, nous aurons un invité spécial que vous pouvez déjà apercevoir, qui est Paul Devin, qui est aujourd'hui le président du Centre d'études et de recherche de la FSU, où nous aurons justement un certain nombre de questions sur cette carrière des enseignants et l'organisation de la carrière dans le service public. La soirée sera animée par moi-même et aussi par Émilie Jacoviac, qui est donc professeure de PS de l'Académie de Lille. Et sur les réseaux sociaux, Dominique Parvillier sera aussi dans l'animation ce soir pour pouvoir faire remonter vos différentes questions ou éventuellement aussi pouvoir vous donner la parole. Alors, pour commencer tout de suite cette soirée, Benoît, avec toi. Alors, avant d'entrer sur les rendez-vous de carrière, on ne peut pas faire l'impasse, bien sûr, sur l'actualité qui a été encore sur le devant de la scène toute cette semaine avec la conférence de rentrée du ministre sur la question de la revalorisation salariale et justement sur l'appel à la grève aussi que la fonction publique a déposé autour du 29 septembre. Alors Benoît, comment le SNEP a accueilli les propos du ministre de l'Éducation et du président, bien sûr, puisque lui-même en avait déjà parlé au préalable. Alors merci Bruno, bonsoir tout le monde. Bon, je vais me concentrer sur les propos du ministre sur la question de la carrière. La première annonce, répétée un certain nombre de fois maintenant, des 2 000 € à l'entrée dans la carrière. Eh ben, ce n'est pas une annonce nouvelle. En 2019, j'ai fait le compte, je suis allé rechercher un peu 2019, en 2020, en 2021, en 2022, ça avait été déjà dit par le précédent ministre qu'on rentrerait soit à 2 000 €, soit qu'on serait les enseignants les mieux payés de l'OCDE avant la fin de la décennie précédente. Donc pour l'instant, on accueille cette annonce avec un peu de retenue et rien n'est gagné. Pour autant, je vais dire un mot quand même. Le ministre, quand il a commencé, a dit le 4 août, là il était auditionné à l'Assemblée nationale, qu'il fallait revaloriser l'ensemble de la grille salariale. Et là, la dernière annonce il y a 2 jours, c'est les débuts de carrière et les milieux de carrière. Alors, il arrête les milieux de carrière au bout de 10 ans, pensant peut-être qu'on n'en fait que 20. Mais on voit bien que là, il y a déjà un recul dans les annonces qui ont été faites. Il est sûr que dans les négociations qui vont s'ouvrir à la Toussaint, qui sont annoncées par le ministre, si le 29 septembre, on a une grève largement minoritaire, on ne sera pas en position de force pour négocier. Pour autant, je crois que la question du pouvoir d'achat des enseignants, du fait que les enseignants sont mal payés, clairement, est maintenant largement répandue dans les opinions publiques. On n'a plus besoin de faire la démonstration.
que c'est un métier qui a du mal à attirer et qui n'est pas bien rémunéré, notamment quand on compare par rapport à d'autres pays. D'accord, merci. Alors, j'ai une question que je voudrais te poser pour commencer un peu à décrypter ces questions, parce que souvent on entend des pourcentages, on a entendu parler d'une revalorisation de 3,5% de la valeur du point d'indice. Ben alors, concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire quoi? Parce qu'on dit qu'on veut revaloriser les salaires de 3,5 par rapport à un point d'indice. Et ce point d'indice, comment on peut le comprendre, comment on calcule notre salaire? Et qu'est-ce que ça signifie 3,5 par rapport au coût de la vie? Est-ce que finalement c'est significatif ou est-ce que c'est vraiment très faible? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'éléments par rapport à ça? Alors, il est souvent évoqué la question du pouvoir d'achat. C'est vrai que c'est une question un peu, des fois un peu évanescente, chacun ayant des contraintes différentes, entre le collègue qui est obligé de prendre sa voiture tous les jours parce qu'il a dit qu'il est affecté à 50 km de chez lui, ou le collègue qui est affecté proche de chez lui, les contraintes ne sont pas les mêmes. Pour autant, quand on a discuté pour préparer cette émission, je me suis dit quand même qu'on allait chercher un moyen de l'expliquer clairement. Alors, je vous ai mis l'évolution du point d'indice. Ça, c'est depuis 1990. C'est les années où notre point d'indice a été revalorisé. Notre point d'indice, c'est ce qui sert à rémunérer les fonctionnaires, c'est-à-dire que vous avez en haut de votre feuille de salaire, là en haut à droite, un nombre de points d'indice et on multiplie par cette valeur du point d'indice et on obtient notre salaire. Donc, on remarque que dans la période 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, rien n'a été revalorisé. Alors, quand on rajoute l'inflation, deuxième courbe qui est, selon les données de l'INSEE, l'évolution des prix à la consommation, alors suivant un panier un peu compliqué, mais ça donne quand même une petite tendance. Vous voyez que cette dernière année, pour l'instant, on est autour de 6% d'inflation sur une année glissante sur 2022, mais ça a du mal à parler aux collègues. Alors déjà, quand on va comparer les deux courbes et qu'on les met l'une au-dessus de l'autre, on compare, on voit que il y a quand même très peu d'années où la courbe bleue est passée au-dessus de la courbe rouge. Et donc, il y a très peu d'années où on n'a pas perdu de pouvoir d'achat. En fait, depuis plus de 30 ans, on perd régulièrement du pouvoir d'achat. Alors, la question, c'est pourquoi on ne comprend pas et pourquoi des fois les collègues ne ressentent pas vraiment cette perte de pouvoir d'achat. Alors, ceux qui la ressentent vraiment, c'est ceux qui arrivent dans le métier. Ceux qui arrivent aujourd'hui, néo-titulaires, stagiaires, qui connaissent des difficultés très importantes. Et je vous ai fait juste ce petit schéma. En fait, c'est 4 carrières différentes. 4 carrières de collègues. Un rentré en 1980, après 1987, après 99 et après 2010. C'est 4 collègues qui déroulent les 11 échelons de la classe normale. Et en fait, le point de départ de chaque carrière, c'est le point d'indice, la valeur du point d'indice. Or, on a perdu 25% du point d'indice entre 80 et 2010. Donc, si on regarde un petit peu et qu'on tire un trait de la dernière carrière jusqu'à la première, on s'aperçoit qu'en fait, un collègue qui a commencé sa carrière en 2010, quand il arrive à l'échelon 11, il arrive en fait à peu près à la moitié de la carrière d'un collègue en 80. Ça veut dire que c'est comme si on avait gardé le point d'indice à la même valeur, la carrière du collègue s'arrêtait à l'échelon 6 de la classe normale. On lui a enlevé l'échelon 5, l'échelon 8, l'échelon 9, l'échelon 10, l'échelon 11. Bien sûr, ça aurait mis toute la profession dans la rue si vous avez supprimé 5 passages d'échelon. Cette mécanique du point d'indice, en fait, elle ne se ressent le plus que par ceux qui rentrent, puisque nous, on progresse un peu dans la carrière. Voilà, c'était une tentative un peu d'illustrer pourquoi et comment, en fait, la population enseignante perd beaucoup et les fonctionnaires perdent beaucoup. Le dernier livre de M. Delahaye explique bien cette question des salaires et on passe de 2,3 SMIC à 1,2 SMIC aujourd'hui en près de 30 ans. Merci Benoît. Merci Benoît pour ces explications. Bonsoir à tous. Je m'adresse à Sophie concernant notamment ce déroulé de carrière et d'avancement et plus particulièrement cette notion de rendez-vous de carrière. La programmation qui en est faite finalement, puisqu'on en a 3,
on obtient pour chacun d'entre eux une appréciation finale qui comporte possiblement 4 niveaux d'appréciation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Sophie, revenir en quelques minutes sur ce processus? À quel moment de la carrière se déroulent ces 3 rendez-vous et comment ça se passe concrètement? Oui, alors effectivement, depuis le protocole PPCR qui a été mis en place en 2017, parcours professionnel, carrière et rémunération, les enseignants bénéficient de 3 rendez-vous de carrière à des moments fixes. Donc, un au 6e échelon, un au 8e échelon et un au 9e échelon. Alors, pour le 6e et le 9e échelon, ce rendez-vous de carrière a lieu dans la 2e année de cet échelon, tandis qu'au 8e échelon, c'est entre 18 mois et 30 mois d'ancienneté dans l'échelon qu'a lieu ce rendez-vous de carrière. Ces 3 rendez-vous de carrière vont donner ensuite lieu à l'élaboration d'un compte-rendu où figure une évaluation par item et les observations des différents évaluateurs qu'on appelle les évaluateurs primaires, c'est-à-dire l'IPR et le chef d'établissement. Et donc, quel enjeu par rapport à ces rendez-vous de carrière? C'est pour le 6e et le 8e échelon, l'enjeu, c'est de gagner 1 an d'avancement sur l'échelon suivant. Tandis que pour le 9e échelon, l'enjeu, c'est d'accéder plus vite à leur classe. Alors, celles et ceux qui sont concernés par ce rendez-vous de carrière ont dû recevoir un mail en juin, donc juin précédant l'année du rendez-vous de carrière, sur eProf, qui leur signifie qu'ils sont éligibles au rendez-vous de carrière. C'est là qu'il faut faire quand même assez attention, parce qu'il peut y avoir des ratés de la part de l'administration, notamment pour les collègues qui changent d'académie ou pour ceux qui parfois ont bénéficié déjà d'1 an d'avancement pour le 9e échelon et qui du coup ont un rendez-vous de carrière l'année d'après et parfois ils passent au travers notamment de ce message sur eProf qu'ils reçoivent en juin. Alors comment se déroulent ces rendez-vous de carrière? Vous allez recevoir au plus tard 15 jours avant la date du rendez-vous de carrière, du premier temps du rendez-vous de carrière, puisqu'il y a 3 temps dans chaque rendez-vous de carrière. Vous allez recevoir un message comme quoi vous donnant la date de ce rendez-vous de carrière, à savoir une inspection en classe qui dure généralement 1 heure. Et à l'issue de cette inspection, vous avez un entretien avec l'IPR qui a eu l'inspection. Ça, c'est le 2e temps du rendez-vous de carrière. Le 3e temps, qui arrive ensuite dans un délai de 6 semaines, c'est un entretien avec votre chef d'établissement. Sachant que les chefs d'établissement sont autorisés à assister à l'inspection en classe. Là où il faut être quand même vigilant, c'est si vous êtes en arrêt lors de ce rendez-vous de carrière qui vous a été notifié, ou si vous êtes en congé maternité, ou en congé de maladie ordinaire, ou en congé longue maladie, une autre date doit vous être proposée pendant l'année. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si votre arrêt est programmé, il est intéressant d'anticiper en envoyant par exemple un mail à votre IPR pour signifier que vous allez avoir un arrêt qui programme le temps où vous êtes en activité ce rendez-vous de carrière. Si vous êtes en arrêt jusqu'en fin d'année, par contre, il y a quand même un temps de rattrapage sur ces rendez-vous de carrière au début de l'année suivante, donc généralement en septembre jusqu'à mi-octobre. Donc là, il faudra être vigilant par rapport à ça. Alors pour ces rendez-vous de carrière, il existe des documents que l'on peut fournir à son IPR, des documents de référence préparatoires au rendez-vous de carrière, mais ces documents ne sont pas obligatoires. Vous pouvez les trouver sur le site du ministère. Ils peuvent être transmis à l'IPR avant la date de l'inspection, avec tout document que vous jugerez utile de transmettre à votre IPR. Mais il n'y a aucun caractère obligatoire par rapport à ces documents à transmettre. On a des collègues qui ont eu de très bons avis sans avoir fourni aucun document. Donc, à l'issue de ces rendez-vous de carrière, l'inspecteur et le chef d'établissement doivent renseigner une grille d'évaluation qui comprend 11 items, 5 items qui sont propres à l'inspecteur, 3 qui sont propres au chef d'établissement et 3 qui sont évalués en commun entre l'IPR et le chef d'établissement. Donc, ces évaluateurs primaires renseignent ces items selon 4 niveaux d'expertise pour chaque item, à consolider, satisfaisant, très satisfaisant ou excellent. Ils ont également, les 2 évaluateurs devront mettre une appréciation littérale avec les niveaux d'expertise de ces items. Donc, ce compte-rendu, en fait, qui va être établi par les 2 évaluateurs, vous sera évidemment transmis, généralement ça arrive au mois de juin,
avec l'ensemble des items renseignés et les 2 observations littérales des évaluateurs. Sur ce compte-rendu, vous pourrez y formuler, si vous le souhaitez, si vous êtes en désaccord ou pas, une observation. Donc, suite à ça, donc suite à ce compte-rendu, en septembre de l'année d'après, dans les 15 premiers jours de septembre, vous recevrez un document, vous recevrez en fait l'appréciation finale qui sera posée par le recteur pour les professeurs de PS et par le ministre pour les agrégés. Cette appréciation est toujours notifiée dans un délai de 2 semaines après la rentrée scolaire, suivant le rendez-vous de carrière. Et cette appréciation comporte 4 niveaux, à consolider, satisfaisant, très satisfaisant, excellent. C'est en fait un bilan en fait, du compte-rendu des 2 évaluateurs primaires. Donc, cette appréciation finale permettra en fait à 30% des 6e et 8e échelons d'accéder, de gagner 1 an d'avancement sur l'échelon suivant, c'est-à-dire donc de passer du 6e au 7e en 2 ans au lieu de 3 ans, et du 8e au 9e en 2 ans et demi au lieu de 3 ans et demi. Pour le 3e rendez-vous de carrière, celui qui a lieu au 9e échelon, il permettra d'accéder plus rapidement à leur classe selon un barème qui va être posé avec 2 barèmes différents. Un barème qui concerne l'appréciation du directeur ou du ministre, donc qui va de à consolider à excellent, c'est un barème qui est sur 145 points. Donc, si vous avez un avis excellent, vous avez les 145 points. Et la 2e partie du barème est constituée par l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qui va de 0 à 160 points si vous êtes au 9e échelon, 10e, 11e échelon, avec l'ancienneté dans chaque échelon. Alors, une précision, parce que, qui est importante, c'est que malgré ce que peuvent avancer certains IPR ou chefs d'établissement, voire certains DRH ou secrétaires généraux des rectorats, ni les items, ni les avis ne sont contingentés à 30%. Ce sont les promotions qui sont contingentées. Donc, les chefs d'établissement et les IPR peuvent très bien mettre 11 items excellents à l'ensemble des collègues qui vont inspecter. Pour le 9e échelon, seule appréciation finale est contingentée à 30% d'excellents et 45% de très satisfaisants pour ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous de carrière. Donc ça, il est très important de le savoir parce qu'on a quand même des chefs d'établissement qui se limitent sur le niveau d'expertise de certains items, pensant qu'ils sont contingentés. Alors, le problème qui reste, c'est que ces avis et ces promotions sont posés sans concertation des élus des personnels depuis la dernière loi de la transformation de la fonction publique, puisqu'il n'y a plus aucun GT ni CAPA qui n'est convoqué par rapport à ça. Mais nous verrons par la suite de cette visio qu'il y a quand même une possibilité de recours à l'issue de l'appréciation finale qui est posée en septembre. Très bien, merci Sophie, si tu as terminé sur ce point-là. Merci de ces précisions. Peut-être laisser rebondir ou toi ou Benoît sur finalement ces 2 systèmes dont tu nous parles, un avant 2017, un après 2017 et qui incorporent les rendez-vous de carrière. Est-ce que finalement, comme le disent aussi ou le prétendent certaines organisations syndicales, et quel est l'avis du SNEP sur le c'était mieux avant? Est-ce qu'avant 2017, finalement, c'était mieux ou pas? Est-ce que Benoît, tu peux nous éclairer? Alors, ces nouveaux rendez-vous de carrière, là, ils sont en place depuis 2017 et depuis la mise en place du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération, PPCR. Je vais aller vite. En tout cas, je vais me concentrer sur la classe normale, hein, c'est-à-dire les échelons de 1 à 11, qui sont restés les mêmes, sauf qu'on est passé d'un système où on avait 2 avancements automatiques, du 1er au 2 et du 2 au 3, et 8 avancements où les collègues étaient en concurrence entre eux, à un système où on a 2 avancements où les collègues sont en concurrence entre eux et 8 avancements automatiques. Donc concrètement, pour nous, il y a moins de mise en concurrence des personnels. Comment fonctionnait le système avant? Il fonctionnait avec une note pédagogique et une note administrative qui permettait de classer les collègues. Cette note pédagogique, elle était réévaluée quand vous étiez inspecté. Et c'est bien ça le problème, c'est quand vous étiez inspecté. Et nombre de collègues n'étaient pas inspectés, et les collègues n'étaient pas inspectés en même temps, et donc votre
guillemets, la valeur de votre note pédagogique était en premier due au nombre d'inspections que vous aviez eues dans votre carrière. Je parle également aussi des TZR, par exemple, qui étaient assez peu inspectés, ou des collègues très éloignés des fois des rectorats, qui avaient beaucoup moins d'inspections dans leur carrière que ceux qui étaient plus proches des rectorats. Je me suis amusé à vous faire un petit comparatif quand même entre la situation précédente et la situation actuelle. Avant, sur une carrière en classe normale, hein, on reste juste sur la classe normale pour l'instant, sur une carrière en 30 ans, le collègue qui avançait le plus vite terminait sa carrière en 20 ans et donc passait à la haute classe. Sur 30 ans, il y avait plus de 100 000 euros d'écart. Je laisse les centimes et les unités, mais il y avait plus de 100 000 euros d'écart sur 30 ans de carrière entre deux collègues. Entre celui qui allait, ou celle notamment, qui allait au rythme le plus lent, parce que congé de maternité, par exemple, parce que pas assez d'inspection, et ceux et celles qui allaient le plus vite. Après PPCR, sur les 26 ans de la classe normale, donc maintenant il ne faut plus que 26 ans pour aller de l'échelon 1 à 11, voire 25, voire 24, si on a les deux bonifications, il n'y a plus maintenant au maximum que 3 300 € d'écart sur ces 26 ans entre deux collègues. Donc pour nous, clairement, le système aujourd'hui est plus juste entre les collègues, moins soumis à la concurrence et avec une évaluation de tout le monde en même temps, la même année. Tous ceux qui sont promouvables au changement d'échelon en concurrence sont à évaluer la même année et avec des critères annoncés à l'avance, transparents. Je vous ai passé tout à l'heure la grille d'évaluation. Alors, on pourrait discuter des critères, ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais au moins, les collègues connaissent la grille à l'avance et savent sur quoi ils sont évalués. Voilà. Et merci, Benoît. Donc, tu nous expliques assez clairement que le système est plus juste. Est-ce qu'il y a encore des dysfonctionnements qui nous laissent penser peut-être que c'est juste moins injuste? Et est-ce que les rendez-vous de carrière sont encore critiquables? Alors, pour nous, voilà, l'avis, c'est que le système est plus juste qu'avant, moins injuste, beaucoup moins injuste. Pour autant, mettre en concurrence des personnels sur l'avancement, on en discutera après, pour nous, il n'y a rien de juste là-dedans. Et en plus, l'âge du premier rendez-vous de carrière correspond, par exemple, à la période du premier enfant en moyenne en France. Donc, ça veut dire que, notamment les femmes, sont souvent en congé maternité à cette période-là, et donc n'ont pas forcément de rendez-vous de carrière en présentiel. Et donc, ont un avis posé hors rendez-vous de carrière, hors entretien avec le chef et l'IPR, et donc on constate, depuis que ces rendez-vous de carrière sont mis en place, que les collègues qui n'ont pas leur rendez-vous de carrière en présentiel, en fait, sont bien plus maltraités que les autres collègues, qui ont le temps de discuter, d'échanger avec leur chef et leur IPR. Il y a bien sûr la même problématique sur les collègues remplaçants, qui sont moins connus des IPR, qui sont moins connus des chefs d'établissement, qui viennent des fois l'année où ils sont inspectés, juste faire un remplacement quelques mois dans un établissement. Il y a les collègues qui sont changés d'établissement. Vous mutez d'académie, vous arrivez dans un nouvel établissement, vous n'êtes pas connu du chef. Pourtant, les 8 ans que vous avez fait en zone d'éducation prioritaire, tout l'investissement que vous avez mis avant, eh ben, passe un peu à la trappe. Et puis, en fait, le dernier point, c'est la question de la mise en concurrence. On n'est pas sur une évaluation à proprement dit, mais bien, nous, on critique sur un classement. Oui, donc forcément, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Donc, effectivement, on évalue, mais à une finalité de classement, ce qui a des travers certains. Sans doute, on a eu des collègues, ou nous-mêmes, qui avons, à l'issue de rendez-vous de carrière, par une situation où on avait une quasi-totalité, voire une totalité d'items excellents. Et puis, finalement, ils se retrouvent avec une appréciation d'un niveau inférieur. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce rapport entre évaluation et classement? Alors, on parle de classement et pas d'évaluation parce que je vous livre une anecdote, mais la première année des rendez-vous de carrière, je siège pour les agrégés pour leur contestation. On avait des collègues qui avaient tous les items excellents, les 11 items excellents évalués par le chef d'établissement, l'IPR et les items conjoints. Ils se sont retrouvés avec l'appréciation finale satisfaisante. Pas très satisfaisant, ils se sont retrouvés avec l'appréciation finale satisfaisante. Pourquoi?
parce que le ministère avait donné des consignes pour qu'un certain nombre maximum de collègues aient l'appréciation finale excellente. Donc, c'est comme si vous commenciez votre cycle avec vos élèves et que vous annonciez en début que de toute façon, alors suivant le système d'évaluation, de notation, une note, une compétence, vous déterminez qu'il y aura un nombre limité d'élèves qui auront la note maximale ou l'appréciation maximale par avance, avant même que chacun commence de travailler. Donc, oui, le ministère, les rectorats sont sur des systèmes de classement plutôt que d'évaluation. D'ailleurs, les retours qu'on a de certains et certaines qui participent à l'évaluation des personnels, c'est que des fois, dans certains rectorats, on leur dit cette année, pour le 6e échelon, vous ne nous mettrez que 3 personnels qui auront l'appréciation finale excellente, quel que soit le travail de l'ensemble des personnels qui sont évalués. Donc oui, il y a toujours un problème quand même sur cette question qui n'est pas une évaluation. Le SNEP-FSU continue de défendre la nécessité d'avoir des échanges sur les pratiques pédagogiques qui sont menées en classe. Il y a besoin de retour sur ce qu'on fait, mais l'intérêt de classer les collègues entre eux, pour nous, il nous échappe un peu. Ok, donc du coup, tu nous dis, voilà, il y a une évaluation, il y a un classement, et puis finalement, on a bien compris avec vos interventions qu'il y avait aussi un impact sur le déroulé de carrière. Donc finalement, si on chante cette idée du classement, est-ce que des collègues qui auraient une moins bonne évaluation pourraient avoir le même déroulé de carrière que les autres, et finalement, est-ce que ça ne serait pas plus juste? Il faut s'entendre sur 2 choses. Sur ce que c'est une moins bonne évaluation. Que vous connaissez aujourd'hui les conditions de passage de l'évaluation. Alors aujourd'hui, on est tous évalués en même temps. Mais quand même, dans quelles conditions? Suivant si votre établissement a de bonnes ou de moins bonnes ou aucune installation sportive digne de ce nom. Suivant la classe avec laquelle vous passez, suivant l'activité avec laquelle vous passez, suivant le moment de l'année avec laquelle vous passez, je parie qu'un certain nombre de collègues n'auraient pas la même appréciation juste en changeant ces conditions-là. Et pourtant, le même collègue est le même inspecteur ou le même collègue est le même chef d'établissement. Donc, c'est déjà, on rentre déjà dans le compliqué de savoir ce que c'est qu'une bonne évaluation ou qu'une meilleure évaluation que le personnel qui travaille à côté avec moi dans la même équipe. Parce que c'est ça la question finalement, c'est de faire avancer certains collègues plus vite que d'autres. Comment on évalue le travail enseignant? Est-ce que c'est le collègue qui passe beaucoup de temps sur son association sportive? Est-ce que c'est le collègue qui s'investit beaucoup dans la fonction de professeur principal et ses vies de classe? Est-ce que c'est le collègue qui prépare beaucoup ses cours pour les élèves dyslexiques, Ulysse qu'il intègre en cours? Voilà. Donc c'est vraiment une question compliquée. Et après, c'est la question, c'est comment on emmène tout le monde. Je veux dire, vous êtes tous et toutes arrivés de faire des cours meilleurs que d'autres et des cours moins bons que d'autres. Il y a des jours où on a été moins bon, il y a des jours où on a été un peu meilleur. Repensez à votre cours où des fois vous vous êtes planté. Si on devait vous évaluer ce jour-là et à ce moment-là, c'est quand même dur d'être évalué sur un moment fugace, entre guillemets, et non pas sur la continuité de l'acte pédagogique et de vos élèves. Par exemple, je pense aux classes difficiles où on a besoin de temps pour installer les apprentissages. Si vous venez sur la première séance du cycle, c'est pas tout à fait la même chose que si vous venez à la fin d'un cycle où on voit des fonctionnements différents, des élèves qui ont appris, et voilà. Alors, on va peut-être prendre une première série de questions des collègues qui écoutent en ligne, soit sur Zoom, soit sur Facebook. D'ailleurs, nous encourageons toutes les personnes qui sont sur Facebook à partager ou à poser des commentaires dans le Facebook. Ça permet de rendre davantage visible notre soirée. Alors, Dominique, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, être le porte-parole de l'une des questions qui se sont posées un peu là suite aux différentes présentations? Alors, on a plusieurs questions qui sont assez techniques et c'est vrai que c'est ça aussi qui inquiète les collègues. Si par exemple le rectorat a oublié mon rendez-vous de carrière, c'est-à-dire que j'ai pas eu de notification pour le moment, j'ai calculé que je devais avoir mon rendez-vous de carrière cette année, qu'est-ce que je dois faire? Tout dépend si c'est la notification qui n'est pas arrivée en juin pour le rendez-vous de carrière à venir, donc à partir de septembre 2022-2023. Si c'est le cas, à ce moment-là, il faut que le collègue contacte le SNEP et le rectorat pour signifier qu'il n'a pas eu de notification de rendez-vous de carrière pour l'année à venir. Si c'est un collègue qui n'a pas eu de rendez-vous de carrière l'an dernier, également qui contacte le SNEP
et qui contacte son IPR pour lui signifier qu'il n'a pas eu de rendez-vous de carrière. Il y a une possibilité de rattrapage en ce moment, justement, pour ceux qui n'ont pas eu de rendez-vous de carrière jusqu'au 15 octobre, de la venue de l'IPR sur un rendez-vous de carrière reprogrammé, en fait. Donc, il y a deux situations. Je ne sais pas, le collègue, dans quelle situation il se situe. Donnez peut-être une autre question, puis après, je poserai une question à Benoît et Sophie. Oui. Il y a plusieurs collègues qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont toujours pas reçu le résultat de l'appréciation finale. Tu avais dit, Benoît, que c'était dans les 15 jours après la rentrée. On est le 15. Est-ce qu'il faut s'inquiéter et qu'est-ce qu'on doit faire si on n'a rien reçu encore? Alors, et puis on vient d'avoir des réponses là dans l'heure qui précède. Alors, je peux vous en donner. Pour les professeurs de PS, c'est les rectorats qui gèrent. Donc, les calendriers, certains et certaines, dans certaines académies, ont déjà reçu leur appréciation finale. Pour les professeurs de PS, certains et certaines académies ne les ont pas encore transmis au collège. Donc, normalement, il n'y a pas d'inquiétude. Mais le décret dit bien, normalement, dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire. Pour les agrégés, le ministère vient d'envoyer, de répondre pour partie à nos questions. Elles seront envoyées au plus tard le 22 novembre. J'ai bien peur que les agrégés prennent leur mal en patience parce que les notifications ne se font pas tout de suite. Voilà. En tout cas, les personnels ont SIAE, une petite application dans laquelle ils ont validé leur rendez-vous de l'année dernière et dans lequel ils peuvent consulter régulièrement s'ils ont une appréciation finale qui leur a été notifiée. Dans tous les cas, ça s'accompagne d'un message sur e-prof. Alors, moi, peut-être une question qui avait, vous l'avez déjà évoqué un peu de la présentation, mais avec les nouvelles déclarations du ministre, ça vient un peu bouleverser la question des rendez-vous de carrière, notamment des deux premiers. À quoi vont servir ces deux rendez-vous de carrière si effectivement, dès la rentrée prochaine, on passe à 2 000 €? Est-ce qu'il y aura encore du sens à avoir des rendez-vous de carrière? Comment? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Bon, voilà la question que je me pose. Bon, on verra après avec Paul Devin sur la question de l'avancement et de la concurrence entre personnels, mais en tout cas, les annonces de démarrer avec un salaire supérieur, pour l'instant, ne changent pas le déroulé de la classe normale et les deux rendez-vous de carrière de ces bonifications d'avancement d'échelon. Nous, ce qu'on demande toujours, c'est la déconnexion entre ces évaluations et le déroulé de carrière. Après, cette question des 2 000 € pour un certain nombre de sujets, Benoît Test, le secrétaire général de la FSU, moi, je trouve ça annoncé de façon très simple et très claire. Pour la FSU, si on annonce une entrée à 2 000 € dans la carrière, ça voudrait dire 3 000 au milieu et 4 000 en fin de carrière. On ne va pas avoir une profession à deux vitesses avec ceux qui vont pouvoir bénéficier d'une revalorisation et de ceux qui auraient essuyé les plâtres et cumulé les pertes de pouvoir d'achat pendant une vingtaine d'années. D'accord. Alors justement, Paul Devin, merci d'avoir accepté notre invitation à ce live autour de la question de carrière. Donc toi, tu étais inspecteur pour l'école primaire, puis après tu as été secrétaire général du syndicat des inspecteurs, et là actuellement tu es président du centre de recherche et d'études de la FSU. Donc tu as plusieurs casquettes. Ma première question est un peu autour de la question finalement de l'avancement, on l'a cité plusieurs fois ce soir, de l'avancement au prétendu mérite. Mais finalement, donc la FSU est contre cet avancement au mérite. Et la question qu'on aimerait un peu te poser, c'est se dire, mais la FSU, tout en étant contre une évaluation au mérite, pourtant, elle voudrait qu'on reconnaisse le travail mené par les enseignants, et notamment par la qualité du service public d'éducation. Alors, comment expliquer cette tension, être contre la fois le mérite et à la fois dire qu'il est nécessaire de reconnaître ce travail enseignant? Alors, oui, évidemment qu'il est nécessaire de reconnaître le travail des agents de la fonction publique de façon générale et des enseignants de façon plus particulière. D'abord parce que les enseignants eux-mêmes
aspirent à ce qu'on reconnaisse leur travail, et puis ensuite parce qu'on imagine mal une institution qui tiendrait de manière globale ses agents dans une espèce de mépris, considérant que ce qu'ils font, bon. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il y a une nécessité de reconnaître, une institution a la nécessité de reconnaître le travail de ses agents. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que cette évaluation de ce qui est dit, le mérite, est une manière de reconnaître le travail des enseignants? Déjà, il faut s'interroger sur, en fait, comment on évalue le mérite. C'est quoi ce mérite? Alors, en gros, on va dire, comme il faut aller vite, on va dire, il y a deux manières de chercher à évaluer le mérite. La première, ça va être de chercher à mesurer l'efficacité de l'enseignant sur les résultats des élèves. Mais là, on a déjà un premier problème, c'est que l'école, c'est une affaire collective. L'école, c'est un travail collectif. Donc, pour arriver à mesurer le mérite individuel d'un enseignant dans cette action collective, bon, ça va être un peu compliqué. Et puis, comme Benoît l'a dit tout à l'heure, il y a aussi tout un tas de facteurs qui sont des facteurs totalement indépendants de l'enseignant. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut évaluer réellement l'effet sur les élèves dans un établissement, par exemple, où les conditions matérielles sont des conditions de moindre qualité qu'un autre? Et puis, il y a aussi un risque à évaluer sur les résultats des élèves. C'est ce qu'on appelle le teach to test. C'est-à-dire qu'en fait, on va finir par fabriquer des compétences qui sont des compétences mesurables dans l'évaluation et on va juste entraîner les élèves à ça. Teach to test, c'est quand même en gros ce que depuis des années on appelle bachotage dans la préparation du baccalauréat. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus réellement à penser les choses en termes d'ambition émancipatrice de formation, mais seulement de la capacité de répondre positivement à un thème. Donc, on voit bien que cette première idée autour de l'évaluation du mérite, qui serait centrée sur l'évaluation de la compétence des élèves, ça marche pas. On peut pas le faire. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste un espèce de truc un peu global, un mixte un peu global, qu'on a essayé de rationaliser dans des grilles. C'est ce à quoi Benoît faisait allusion tout à l'heure en parlant lorsqu'il parlait des rendez-vous de carrière. Il y a des items qui sont là, qu'on essaie de renseigner pour donner un peu l'impression d'une objectivation des choses. Mais en fait, nous savons tous les biais de cette affaire-là. Les biais, c'est quoi? C'est que d'abord, nous sommes très inégaux dans notre capacité, les uns et les autres, à être capables de défendre notre travail dans une stratégie de communication en présence d'un inspecteur. Et donc, on a parfois des gens qui donnent des illusions qui n'ont rien à voir avec la réalité qualitative de leur travail. Et puis, on a aussi bien d'autres biais. C'est-à-dire qu'on sait très bien, par exemple, que chez certains inspecteurs, la conformité comportementale aux attentes de cet inspecteur prend des proportions énormes et qu'un enseignant va être jugé comme moins compétent qu'un autre parce qu'il a été un peu moins habile, justement, à manifester cette conformité comportementale. Tout ça pour dire, en définitive, que alors, et puis avec, en plus, l'élément qui était évoqué tout à l'heure, c'est qu'en plus, tout ça correspond à un pourcentage maximum de personnes qui peuvent être évaluées avec les meilleures appréciations, parce que tout ça correspond, en fait, à un contingentement du nombre de personnes qui peuvent accéder à une évolution plus rapide de leur ancienneté pour des raisons budgétaires. Résumé des courses. On voit bien que ce système d'évaluation au mérite n'est en rien capable d'amener une amélioration qualitative du système d'enseignement. Par contre, ce qu'il va amener, c'est une plus grande dépendance de l'agent vis-à-vis de son supérieur hiérarchique, parce qu'à partir du moment où votre avancement de carrière, votre mobilité, et puis peut-être de plus en plus la variation de votre prime va dépendre de l'avis de votre proviseur, de votre principal ou de votre inspecteur, eh bien, ça a un petit peu tendance parfois à rendre les agents plus dociles aux injonctions qui leur sont faites. Tout ça, vous le voyez, n'a rien à voir avec une amélioration objective de la qualité du service public d'enseignement. Merci. Alors, pour prolonger un petit peu ta réflexion autour finalement de cette concurrence qui naît entre les différents personnels de l'éducation, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quels sont les travers de cette concurrence entre personnels pour un avancement d'échelon ou de grade?
Ouais, Bruno, comme tu sais comme moi que quand même, ce qui compte avant tout dans une équipe, dans un collège, dans un lycée, c'est au contraire qu'on soit capable de travailler ensemble. Ce qui est essentiel pour nous rendre capables de mieux répondre aux difficultés qu'on peut rencontrer dans un établissement, de mieux répondre aux difficultés d'élèves, de groupes d'élèves, etc. On le sait très bien, ce dont nous avons besoin, c'est de coopérer, c'est de réfléchir ensemble, c'est de se concerter, c'est d'avoir des qualités relationnelles entre nous qui font que quand un problème va se poser, on va être au contraire plutôt solidaire, on va être capable de s'aider les uns les autres. Si en fait on nous propose un système par rapport à ça, où il va falloir en permanence que je montre à mon supérieur hiérarchique que ma manière de travailler à moi, elle est tellement mieux que celle de mon camarade, que celle de mon collègue. Si je dois en permanence faire la preuve que je produis des résultats supérieurs, tout ça fabrique une ambiance qui est quand même pas une ambiance extrêmement favorable à la coopération. Et le pire de tout ça, c'est que quand on regarde ce que beaucoup d'études qui ont été faites sur ces questions-là, y compris dans l'entreprise privée, qui sont des études qui ont essayé de montrer en définitive, est-ce que la rémunération au mérite, ça fait que les gens travaillent mieux? Il y a une très grosse étude qui a été publiée dans une revue anglaise qui s'appelle Public Administration Review et qui couvre à peu près de la fin des années 70 jusqu'à 2010. Elle a fait la revue de l'ensemble des études faites sur cette période-là. Il y a à peu près 70 études qui sont analysées. Quelle est la conclusion? La quasi-totalité de ces études nous disent une chose: payer les salariés au mérite n'améliore pas leur travail. Donc, vous vous rendez compte, ce qu'on nous propose, c'est un système qui va fabriquer de la tension entre nous, qui va nous mettre en concurrence, qui va rendre plus difficile la concertation des équipes. Et pourquoi? Pour quelque chose dont même l'OCDE dit qu'elle s'étonne, compte tenu des études qui sont faites sur ce sujet, qu'elle s'étonne qu'autant de politiques s'orientent vers la rémunération au mérite. Donc, en gros, les choses sont simples. À partir du moment où on sait aujourd'hui qu'on n'améliore pas un système, encore une fois, un service public comme une entreprise privée, qu'on n'améliore pas un système en mettant les gens en concurrence et en les payant au mérite, à partir du moment où ça, on le sait objectivement, on voit bien que les raisons qui font que les politiques maintiennent cette volonté sont d'un autre ordre. Et encore une fois, qu'elles sont de vouloir assujettir les agents à une discipline hiérarchique qui fasse que la crainte de ne pas être promu, la crainte de ne pas être muté, la crainte de ne pas bénéficier d'une prime au mérite, tout cela va rendre l'agent plus docile et donc l'amener peut-être à renoncer à un certain nombre de choses qu'il revendique aujourd'hui. Merci. Alors, toi, comme inspecteur, mais aussi en tant que membre de la FSU, je suppose que tu n'es pas contre toute forme d'évaluation des enseignants. Et par contre, tu portes, et comme la FSU aussi d'ailleurs, l'idée qu'il faut dissocier l'évaluation de la carrière des enseignants. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cette idée-là, sur cette dissociation, comment elle peut être possible, et quelle serait finalement, on pourrait dire finalement la plus-value pour la qualité du service public, puisqu'on voit que l'évaluation mérite, ça fait la démonstration, n'est absolument pas une voie prometteuse pour améliorer la qualité de nos écoles. Oui, c'est clair. Ce que nous avons besoin pour continuer à bosser et pour bosser de mieux en mieux, c'est-à-dire, en gros, quand je dis de mieux en mieux, pour être capable de faire réussir de mieux en mieux nos élèves. Ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir continuer à nous engager dans ce métier. Parce que nous l'avons choisi, on va être clair, vous le savez, on ne l'a pas choisi parce qu'il nous offre des salaires mirobolants. On ne l'a pas choisi parce qu'il nous offre une notoriété sociale exceptionnelle. On l'a choisi parce que, franchement, on a envie de faire ce métier. C'est un métier qu'on pense important pour cette société et pour son avenir. Eh bien, à partir de ce moment-là, on est prêt à s'y engager. Mais de quoi on a besoin pour s'y engager? Certainement pas de la reconnaissance du mérite. Par contre, ce dont on a besoin, c'est de garder le sens de notre travail. C'est-à-dire d'arrêter de recevoir des ordres et des contre-ordres pour nous demander de faire des choses dont on ne comprend même pas à quoi elles servent et en quoi elles sont favorables à nos élèves. On a besoin de pouvoir continuer à faire un travail qui est conforme à nos finalités, à notre volonté d'émanciper nos élèves, à notre volonté de les faire réussir. On a besoin
d'avoir des conditions de travail qui nous offrent les qualités suffisantes, une qualité suffisante pour pouvoir faire notre boulot normalement, sans être obligé à chaque fois d'avoir une vie compliquée par tout un tas de petits problèmes à droite à gauche, tellement les conditions dans lesquelles on exerce sont insatisfaisantes. On a besoin de retrouver de la liberté. On a besoin que l'école soit à nouveau pensée comme un lieu où c'est l'enseignant qui conçoit ses enseignements. Bien sûr, il y a un cadre de programme et nous avons nullement l'intention de sortir de ce cadre de programme. Mais dans ce cadre de programme, il faut que nous retrouvions la liberté à pouvoir penser notre enseignement, à pouvoir le réfléchir, à pouvoir agir, y compris collectivement, au service de la réussite de l'ensemble des élèves. Et puis enfin, pour qu'on se sente, encore une fois, dans cet engagement, que cet engagement nous pousse en avant, nous avons besoin aussi d'être accompagnés, d'être aidés, d'être formés. Malheureusement, je suis obligé de constater que sur toute la liste que je viens de faire, de choses qui seraient nécessaires à renforcer l'engagement et donc à améliorer la qualité du service public, les politiques néolibérales qui sont à l'œuvre depuis un certain nombre d'années font exactement l'inverse. Ce que nous devons continuer donc à leur dire, c'est vous trompez. Si on veut améliorer le service public, on arrête les histoires de mérite, on arrête les histoires de mise en concurrence. Par contre, on met le paquet sur les questions de formation, d'accompagnement, de conditions de travail, de reconnaissance des personnels, notamment par le salaire et par des salaires qui leur permettent de continuer à vivre malgré l'augmentation du prix de la vie. Eh bien, tout ça, c'est ça qui va faire que le service public va continuer à être au service de ses élèves, va garder la meilleure qualité possible. C'est ça, et certainement pas la question de la paye au mérite et de l'avancement et de la mobilité au mérite, qui sont des leurres absolues dont l'institution, malheureusement aujourd'hui, veut absolument en faire un objet majeur parce que c'est la manière avec laquelle cette institution entend assujettir l'ensemble des agents à ses volontés particulières au sein d'un système hiérarchique qui est en train de totalement se déboussoler par rapport à sa fonction initiale, qui normalement est celle de garantir l'égalité de fonctionnement à l'intérieur de l'institution et qui aujourd'hui est en train de se mettre le doigt sur la couture du pantalon au service d'un certain nombre de réformes ministérielles qui sont loin d'être garantes de la progression démocratique de la réussite de nos élèves. Merci beaucoup, Paul, pour ce message d'espoir et puis pour finalement ces perspectives concrètes à une autre école du futur, qui ont une alternative bien plus enthousiasmante que le projet que actuellement le ministre et le président de la République proposent. Et donc, effectivement, nous avons encore du chemin à travailler, à créer des choses pour inventer une autre école qui soit plus démocratique et plus d'égalité entre les élèves. Oui, je voulais moi rebondir sur un sujet peut-être qui intéresse nos nombreux participants aussi aujourd'hui. On disait que les collègues allaient recevoir leur appréciation finale, où ils allaient vivre dans l'année un rendez-vous de carrière. Comme le disait Paul, c'est pas toujours satisfaisant. Est-ce que les collègues qui reçoivent ces appréciations, alors qu'elles viennent du chef d'établissement, de l'IPR, ou l'appréciation finale, comme Benoît et Sophie nous ont expliqué tout à l'heure, est-ce qu'il y a des possibilités de recours ou de contestation? Et est-ce que vous pourriez nous éclairer assez concrètement sur ces processus? Oui, mais je vais bien prendre la parole pour répondre à cette question. Alors, effectivement, il y a des procédures de recours par rapport à ces évaluations qui ont été gagnées par le SNEP et la FSU, puisqu'on sait bien qu'avant le PPCR, on ne pouvait pas contester une inspection. Donc, c'est aussi une avancée qui a été gagnée par les syndicats de la FSU sur ce point-là, c'est que dès maintenant, depuis les nouveaux rendez-vous de carrière, il y a une procédure de recours que l'on peut mettre en place. Alors certes, elle est extrêmement complexe parce que bien évidemment, l'administration ne va pas faciliter ces procédures envers les collègues, donc elle est assez complexe, mais elle vaut quand même le coup de tenter. C'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Alors, la première étape, c'est quand vous recevez donc votre compte-rendu en juin. Si vous êtes en désaccord avec un niveau d'expertise d'un item ou d'une appréciation littérale des deux évaluateurs, vous pouvez formuler dans un délai de 2 semaines après avoir reçu ce compte-rendu en juin, une observation. Alors, cette observation est limitée
à une dizaine de lignes, hein, donc on ne peut pas non plus développer vraiment son désaccord. Cette observation n'est pas obligatoire. Si vous ne la faites pas et que vous vous rendez compte plus tard qu'en fait, à l'issue, quand vous recevez votre appréciation finale du recteur ou du ministre au mois de septembre et vous êtes en désaccord avec cette appréciation, il y a donc cette procédure de recours qui se fait en plusieurs étapes qui rentre en jeu à partir de ce moment. Donc, en fait, au mois de septembre, donc avant le 15 septembre, normalement, en tout cas pour les professeurs de PS cette année, vous recevez l'appréciation finale que vous pouvez donc contester. Donc, à partir du moment où vous recevez cette appréciation, vous avez un mois après cette notification pour demander la révision de votre appréciation finale en formulant un recours gracieux. Alors, pour les professeurs de PS, ce recours gracieux se fait soit par voie postale à l'attention de la division des personnels enseignants au rectorat, soit par un courriel académique également à la DIP. Et pour les agrégés, c'est un mail qu'il faut envoyer au ministère. Dans tous les cas, pensez à faire une copie au SNEP pour qu'on ait toutes les contestations et les données que vous pouvez y mettre. Lors de cette demande de révision, vous pouvez donc développer déjà un argumentaire, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous contestez, vous demandez cette révision et apporter tout document que vous jugerez utile pour éclairer votre situation. À partir de ce moment-là, donc vous avez donc un mois pour formuler cette demande de révision. Le recteur ou le ministre dispose, lui, d'un délai de 30 jours pour vous répondre. Donc, si votre appréciation n'est pas revue à la hausse ou si vous n'avez pas de réponse à cette demande de révision, ce qui peut arriver, vous disposez alors à nouveau de 30 jours maximum pour saisir la commission administrative paritaire concernée pour demander que votre situation soit examinée avec la présence des commissaires paritaires, notamment du SNEP. Donc, attention, ces deux étapes, donc la premier mois où on demande la révision de l'appréciation, ensuite la saisie de la CAPA, elles sont indispensables. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas seulement saisir la CAPA, donc la deuxième étape, si vous n'avez pas fait la première. Donc ça, c'est très important de respecter toutes ces étapes. Premier mois, je demande la révision, j'attends la réponse du rectorat ou du ministère, et ensuite, vous avez encore un mois de délai à partir de la date de cette réponse, si vous avez une réponse, pour saisir la commission administrative paritaire concernée. Donc, c'est une procédure complexe. Il faut pas hésiter à développer dans vos contestations votre argumentaire. Alors, quel type de désaccord il peut y avoir sur ces bilans de rendez-vous de carrière? Alors, ça peut être, par exemple, une incohérence entre le bilan final apporté par le recteur ou le ministre et les items renseignés et les appréciations des évaluateurs primaires que vous avez reçus en juin, donc le premier compte rendu. Ça peut être aussi un désaccord entre le niveau d'expertise d'un ou de plusieurs items. Voilà. Ça peut être aussi une incohérence entre une appréciation littérale des deux évaluateurs et les items renseignés. Donc, il peut y avoir une incohérence entre les deux. Ou un désaccord avec les appréciations des évaluateurs primaires. Donc, il est nécessaire vraiment de développer votre désaccord lors de la constitution de votre contestation et de transmettre tous ces éléments au SNEP de votre académie qui va siéger au niveau des commissions paritaires afin qu'il défende le dossier lors de son examen. Alors, ce que je voulais quand même préciser, c'est que il faut vraiment pas hésiter à contester cette appréciation finale. Peu le font finalement. On se rend compte que peu de collègues, parce que la procédure est trop lourde, parce qu'ils n'ont pas forcément l'information, parce qu'ils sont un peu écœurés par le bilan qu'ils ont eu alors qu'ils se sentent investis dans leur travail, donc ils ont tendance à laisser tomber. Or, on constate quand même, si on prend le corps des agrégés, qu'à l'issue de ces contestations, on a quand même 80% des contestations des collègues qui ont obtenu satisfaction. Donc, ça vaut quand même le coup de tenter. Alors, pour les professeurs de PS, nous n'avons pas de chiffres nationaux,
Mais pour donner un exemple sur l'Académie d'Aix-Marseille, on a à peu près les mêmes chiffres sur l'Académie de Lille, hein, qui sont 2 grosses académies. L'an dernier, par exemple, il y a eu 16 recours. Donc, premier recours, hein, première demande de révision d'appréciation finale. C'est peu pour une académie, pour les 3 rendez-vous de carrière. 5 ont eu une modification à l'issue de la demande de révision. Et après, il y en a eu 8 qui sont allés au bout de la procédure, donc la saisie de la CAPA, et 4 ont vu leur appréciation réévaluée, ce qui correspond à peu près au total à 56% de satisfaction. Donc, pour peu de collègues quand même, hein, qui ont demandé, il y en a qui n'ont pas demandé. Et si on ne demande pas à avoir la révision de cette appréciation et si on ne demande pas la saisie de la CAPA, de toute façon, on a beau avoir 11 items excellents, notre appréciation ne sera pas réévaluée. Donc, en résumé, en gros, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, il faut tenter vraiment de contester cette appréciation. Donc, n'hésitez pas surtout à contacter le SNEP qui peut vous accompagner dans cette procédure, qui peut vous accompagner sur la manière dont il faut développer aussi les courriers. Alors, on n'a pas de courrier type, mais on a l'expérience en fait des commissions paritaires qu'on vit chaque année depuis bien longtemps, que les gestionnaires et les DRH, directeurs qui ne cessent de changer. Donc, on a cette expertise qui nous permet de vous accompagner au mieux dans cette contestation. Donc, n'hésitez pas et surtout, pensez bien à respecter les délais. Alors, tout est en ligne sur le site du SNEP national et souvent sur les sites des SNEP académiques et contactez les commissaires paritaires et les responsables corpaux de votre académie. Ok, merci Sophie. Tu nous dis de respecter les délais. Donc, du coup, on va essayer de respecter le timing. Il nous reste quelques minutes. Je vais donner la parole à Dom peut-être pour relayer des questions sur les réseaux. On t'écoute, Dom. Oui, 2 questions qui vont apporter des réponses courtes, je pense. Si j'ai changé d'académie, comment je fais? Est-ce que je fais ma contestation dans l'ancienne académie ou dans la nouvelle? Et sur les observations qui étaient possibles lors du premier bilan de rendez-vous de carrière, je viens d'avoir mon avis final de la rectrice ou du ministre si je suis agrégé. Si j'ai pas fait d'observation la première fois, est-ce que je peux quand même contester? Alors, pour répondre à la deuxième question, oui, même si on n'a pas fait d'observation lors du compte-rendu en juin, on peut très bien demander la révision puisqu'on n'avait pas encore l'appréciation finale du recteur ou du ministre. Donc oui, on peut demander. Pour la première question, le dossier administratif suit le collègue dans son académie, donc il faut faire la contestation dans l'académie actuelle. Bien vérifier quand même si le collègue a reçu son appréciation finale, parce que comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des bugs sur les suivis de dossiers administratifs. Auquel cas, si vous n'avez pas reçu cette appréciation finale, contactez le SNEP pour qu'il intervienne auprès des rectorats. Mais la contestation se fait dans l'académie où le collègue est en poste actuellement. Plusieurs questions pour savoir comment on fait exactement au niveau du SNEP, du rectorat, savoir les adresses du SNEP, les adresses du rectorat. Est-ce que les courriers que j'envoie de contestation à l'administration sont automatiquement communiqués aux commissaires paritaires du SNEP qui siègent? Donc voilà, 3 questions en même. Je peux répondre, malheureusement, on ne peut pas avoir une réponse générique à cette question-là, puisque les rectorats ont des réponses différentes et des modes de recours différents. Certains ont une adresse fonctionnelle, certains utilisent Colibri pour ceux qui connaissent, voilà. Le ministère, pour les agrégés, vient de mettre en place une nouvelle adresse pour faire son recours. Donc, le recours se fait par mail. On vous conseille de mettre le SNEP FSU en copie. Normalement, les commissaires paritaires qui vont siéger auront les dossiers pour préparer la commission. Mais il est quand même plus sage de mettre, lors de votre envoi, qu'il soit papier, mail ou via l'application Colibri, de mettre le SNEP FSU en copie, de garder une impression écran de ce que vous avez fait, pour qu'on n'ait pas de discussion avec les rectorats ou le ministère sur les délais. Puisqu'effectivement, certains collègues se voient déboutés sur des questions de délai. Parce qu'ils ont dépassé, ils ont reçu la réponse du rectorat ou du ministère qui leur dit nous n'allons pas accéder à votre réévaluation ou d'appréciation, et les collègues attendent un peu, attendent trop longtemps,
et du coup se retrouvent hors délai. Donc il ne faut pas hésiter déjà à contacter le SNEP pour être bien au clair sur les questions de quelle procédure, quel délai, et surtout de nous mettre en copie de tout courrier. Mais merci à nos invités, à Paul Devin, puis à Sophie Rieu et à Benoît Chézy de s'être prêtés à cette soirée live sur les questions de carrière et métier. Peut-être, Benoît, un mot de la fin, et puis aussi, je t'encourage à citer les références du site. Il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver, notamment ce que vous avez pu présenter. Oui, donc on mettra sur le site tous les documents qu'on a présentés. Je vous ai passé tout à l'heure les grilles de rendez-vous de carrière. Je voudrais dire quelques petites choses sur le suivi de ce qu'a dit Paul tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'un certain nombre de collègues, dans cette procédure, ne voient pas leur travail reconnu. Et nous, le retour qu'on a majoritairement des collègues, c'est que, un peu trivialement, ils se dépouillent pour le métier. Ils sont là tous les matins, ils s'occupent d'inclure des élèves handicapés, ils font le maximum pour amener les gamins à l'association sportive. Et quand ils prennent satisfaisant en appréciation finale, quand ils prennent très satisfaisant alors qu'ils ont 7 excellents et 4 très satisfaisants, ils ne comprennent pas. Et donc, on a plus des réactions de personnel qui subissent cette évaluation de dire c'est bon, en fait, mon travail est pas reconnu, et donc à quoi ça sert que je continue à m'investir comme je le fais? Voilà, donc nous, on continue d'alerter le ministère pour dire que le signal envoyé à la profession n'est pas du tout bon, et qu'en fait, les effets qu'ils produisent sont plutôt démotivants que motivants. Je connais personne qui reste au retour d'une compétition d'association sportive pour attendre les derniers parents qui sont pas encore arrivés en se disant je vais penser à leur classe, comme ça j'avancerai avant mes copains, mes copines. Non, on ne fait pas ça parce qu'on a envie d'avancer par-dessus les autres. On fait ça parce qu'on pense que c'est important. Si on passe du temps à des préparations, si on passe du temps aux réunions parents-profs, etc., c'est qu'on pense qu'on a une action éducative. On ne pense pas à la classe exceptionnelle, à leur classe ou à avancer un an plus vite. Donc, c'est en plus un système qui met les collègues, qui démotive beaucoup plus la profession qu'elle ne la motive. On a assez peu de retours au SNEP de collègues qui auraient appréciation satisfaisante et qui se disent chouette, bon, je vais vraiment je vais m'y remettre parce que voilà, c'est important. Hein, j'ai eu satisfaisant, il faut que j'ai très satisfaisant. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. J'insiste une deuxième chose sur la grève du 29 septembre. Hein. S'ouvrent des négociations très importantes dans la période qui arrive, très très importantes. Le recul du ministre en à peine 2 mois à dire il faut revoir l'ensemble de la grille salariale à finalement on fera que 10 ans. Ça c'est clair qu'il y a eu un recadrage au plus haut niveau. Nous l'idée c'est que tout le monde soit concerné. Qu'effectivement, il n'y ait pas une entrée dans la carrière en dessous de 2 000 €, mais que tout le monde soit concerné par cette revalorisation. Merci Benoît. Finalement, je trouve que dans ta conclusion, on voit que sur une question qui peut apparaître très individuelle, on voit toute la soirée, on a eu des réponses qui étaient très collectives et on a essayé, j'espère que nos auditeurs ont entendu, de porter un message qui essaie de penser les choses en mouvement collectif pour essayer de réfléchir et discuter le cadre. C'est vrai que ce 29, au-delà de la question salariale, pose aussi dans la grève une volonté d'exprimer de nombreuses questions sur les sujets d'éducation. Deuxième rendez-vous aussi que vous pouvez noter dans vos agendas, c'est la veille justement, la première soirée de l'éducation physique et sportive sur la question des formes de pratique scolaire, parce qu'elle libère aux internes de nos élèves. On aura plusieurs invités pour réfléchir et discuter sur les glissements qui s'opèrent parfois dans ces formes de pratique scolaire et l'idée de faire prendre conscience un peu sur finalement aussi l'identité de notre discipline. Et vous pouvez retrouver ce live, mais aussi vous savez que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos lives sur la chaîne YouTube du SNEP ou sur notre site. Sur les questions sur lesquelles on n'a pas pu répondre cette soirée, qu'on a voulu un peu courte pour essayer aussi d'avoir une densité, pas trop s'étendre en longueur, on vous encourage à écrire soit directement sur l'adresse Corpo avec l'académie derrière du SNEP FSU, soit directement au S3, S3 @ par exemple Aix-Marseille, pour pouvoir écrire. Vous allez sur le site académique des différents SNEP, vous retrouverez facilement l'adresse pour vous faire accompagner et justement aussi pour
pouvoir contester lorsque vous souhaitez faire part de votre désaccord. Merci à toutes et à tous, merci aux animateurs et rendez-vous pour un prochain live peut-être très bientôt autour des questions de mutation. Merci encore à toi, Paul, d'être toujours aussi disponible et percutant dans tes interventions. Bonne soirée à toutes et à tous. Pour le métier, l'école et le PS, je vote SNEP, je clique FSU.